Hichet Lima, vous êtes journaliste culturel ivoirien à Top Visage. Tout à fait. Je rappelle que Top Visage, c'est l'hebdomadaire ivoirien pionnier de la presse people en Côte d'Ivoire, telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est cela même, 20 ans d'existence déjà Top Visage. Comment se porte Top Visage? Top Visage va très bien. Dans quelques semaines, nous fêtons nos 20 ans. À cette occasion, il y aura un numéro spécial de 32 pages. Ce numéro spécial sort le 5 décembre, donc prenez date. C'est vous, monsieur Potin de Top Visage? Oui, en effet. Alors, vous ajoutez désormais une deuxième corde à votre arc, l'écriture, avec cet ouvrage, Douk Saga, ou l'histoire interdite du coupé-décalé, un destin fracassé. Exact. Et en exclusivité sur Africa TV, vous nous faites l'honneur de présenter cet ouvrage avant sa présentation officielle au Salon du Livre d'Abidjan. Merci pour cet honneur. Merci. Pas de Alors, pourquoi avoir attendu 7 ans après le décès de Douk Saga pour la parution de ce livre? En fait, j'ai pas attendu, à vrai dire. Je veux dire, j'étais à la recherche de l'information, de la bonne information. Et quand j'ai commencé cette enquête-là, on était en 2003-2004. Le coupé-décalé était en pleine ascension. Et ce qui m'a titillé l'attention, c'est le fait que les principaux animateurs du coupé-décalé ne disaient pas exactement ce qu'ils faisaient comme travail en France, qui leur donnait autant d'argent pour travailler. Voici l'idée de base à partir de laquelle j'ai commencé à mener l'enquête. Et comme les langues ne se déliaient pas, en 2006, j'ai eu à rencontrer Douk Saga plusieurs fois. Il m'a parlé de lui-même, du jeune garçon qu'il était à l'âge de 2 ans, qui a été recueilli par Mami Djeneba Sissé. Donc c'était une avancée magnifique. Après, j'ai rencontré tous les autres membres du mouvement qui m'ont rencontré sur leur histoire, leur vraie histoire. Je ne dis pas ce qui s'est dit dans la presse, la vraie histoire de chacun. Je veux dire qui il est, qu'est-ce qu'il faisait en Côte d'Ivoire ici, avant d'arriver en France. Donc après, quand j'ai réuni tout ça, il fallait vérifier toutes les informations. C'est pour ça qui fait que ça a duré autant. Voilà. C'est un ouvrage de 162 pages qui se décline en 27 chapitres. Qu'est-ce qu'il y a de croustillant, d'anecdotes croustillantes qu'on n'a pas encore? Les 162 pages encore, je ne pense pas que quelqu'un ait une seule ligne de ce qui est écrit dedans, parce que j'ai plutôt mis l'accent sur le côté jardin des animateurs du coupé-décalé. Je veux dire, la vraie vie des gens. Je parle par exemple de l'enfance de Douk Saga. Tout le monde ne sait pas qu'il est né au CHU de Treichville. Tout le monde ne sait pas dans quelles circonstances il est arrivé chez Mami Djeneba. Tout le monde ne sait pas non plus dans quelles circonstances il est parti en France. Je vous révèle que Douk Saga est parti en France à bord du Grumman présidentiel en 2000. L'avion était censé partir chercher les épreuves du BPC et Douk Saga s'est retrouvé à bord parti en France. Alors, entrons dans le vif du sujet. Est-ce que c'est vrai que Douk Saga a entretenu l'énigme selon laquelle il serait de la famille Oufoué? Est-ce que cela est vérifié? Bon, ce n'est pas une énigme parce que sa grand-mère, Mami Djeneba Sissé, que je viens de citer tout à l'heure, est évidemment la demi-sœur de Foubagny. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il s'est retrouvé dans la famille présidentielle à Yamoussoukro. Je veux dire, non, ce n'était pas du tout une fable, non. Vous parlez d'enfants gâtés d'Abidjan. Pourquoi? Je parle d'enfant gâté d'Abidjan parce que ce chapitre-là concerne Mori Ferré. Parce que lui, il était effectivement un enfant gâté parce que son père était le directeur de la Poste de Côte d'Ivoire. Ce qui le plaçait dans la catégorie des enfants de boss, comme on dit en Côte d'Ivoire, des enfants de familles cossues. Donc oui, c'était un enfant gâté d'Abidjan. C'est en clandestin que Douk Saga arrive en France, c'est bien ça? Bon, clandestin, bon, encore faut-il qu'on s'entende sur le thème clandestin? Non, pas en clandestin, puisqu'il avait un passeport de service qui lui permettait de partir légalement en France, non. Alors, revenons sur son enfance. Est-ce qu'il était bon élève, Douk Saga? Bon, il était très intelligent, ça c'est une chose. Maintenant, être intelligent dans la vie et être intelligent à l'école, c'est deux choses différentes. Mais bon, il n'a pas fait d'études extraordinaires parce qu'en classe de 3e, quand il a fini sa classe de 3e, il s'est retrouvé au lycée professionnel de Mans pour apprendre un métier, en génie mécanique. Et c'est là-bas qu'il a fini ses études techniques en fait. Il n'était pas un élève brillant comme on le voudrait, mais bon, enfin, il s'est débrouillé comme on va dire. Au chapitre 6 de votre ouvrage, vous écrivez, il est intitulé « Vivre la vie de François Louga à Paris ». Alors pour tous les Ivoiriens, pour tous les Africains qui connaissent François Louga, on a connu une vie de pacha de François Louga. Oui, une vie de jet-setter, c'est ça. Est-ce que c'était ça l'idée de Douk Saga? Oui, parce que quand il est arrivé en France et qu'il a commencé à gagner de l'argent, il s'est autorisé tout ce qu'il ne pouvait pas s'autoriser quand il était plus jeune et qu'il ne travaillait pas encore. Donc c'était le cigare, le champagne, l'alcool, enfin les boîtes de nuit, je veux dire les belles filles, voilà. C'était une vraie vie de Louga, comme on dit, les belles voitures et tout ça. Et c'est dans cette ambiance-là que qu'est né le coupé-décalé. J'espère qu'on va revenir dessus. Justement, parlons de la naissance du coupé-décalé. Comment elle commence? La naissance du coupé-décalé, la jet-set, la naissance de la jet-set. Est-ce qu'on peut avoir des détails croustillants sur cette naissance? La jet-set, d'abord, c'est un groupe d'amis. Il y a Moula qui part en France en 1996 pour poursuivre ses études.
Là-bas, il retrouve d'autres personnes comme Lino Versace, Borosangui, Chakoul, enfin, tout un groupe d'amis qui étaient déjà sur place. Il se lie d'amitié avec eux, il commence à sortir comme s'ils étaient à Abidjan. Donc Saga les rejoint en 2000, en août 2000, si mes souvenirs sont bons. Et enfin, ensemble, ce groupe continue de se former. Le groupe se forme, donc ils commencent à sortir comme s'ils étaient à Abidjan. Ils dansent sur des chansons de Mewé, des chansons zaïroises et tout ça. Et à un moment donné, ils se disent que, bah, attends, tiens, nous sommes les Yéré. Yéré, je vais dire, les gens, enfin, Yéré dans le langage ivoirien. Vous allez traduire après. Donc nous sommes les gens Yéré. Pourquoi est-ce qu'on continuerait à danser comme les Gaou de Paris, alors que nous prenons comme des gens Yéré. Encore, je reviens sur le mot. Donc à partir de là, ils se sont dit, bon, déjà, pour ne pas faire comme les Gaou de Paris, nous allons trouver notre façon à nous de danser. Donc c'est le top départ de la création du coupé décalé. Donc à partir de là, chacun invente des pas. Je veux dire, quand chacun vient en boîte de nuit, quand il vient dans le groupe, chacun essaie de se distinguer, de faire des pas de danse qui n'existent pas. À partir de quand Douk Saga devient finalement leader de cette jet set-là? Bon, la jet set n'avait pas de leader en tant que tel. Douk Saga devient leader parce qu'à un moment donné, il y a un DJ de l'Atlantis qui propose que bon, le groupe il est bien, quand vous venez en boîte de nuit, la boîte est remplie, tout le monde est content. Pourquoi est-ce que vous ne vous donnerez pas un chef qui va vous représenter? Bon, le DJ en question, la première personne à qui il a pensé, c'était le Mola. Il lui a proposé. Bon, le Mola n'était pas trop intéressé parce qu'il gagnait de l'argent dans son business parisien. Donc, il ne voulait pas ajouter une autre corde à son truc. Donc, il a proposé plutôt qu'on organise une soirée pour récompenser, enfin, une sorte de distinction. Mais lui, le Moula, il ne veut pas prendre de prix, mais il va plutôt donner des prix à ses amis. Donc c'est ainsi que pendant une soirée qui s'appelait la soirée des coqs d'or, enfin c'était le nom de la soirée au cours de laquelle il fallait distinguer les gens, ils ont distingué tout le nom de la jet set. À la fin de la soirée, vu qu'il n'y avait pas de chef, ensemble, ils ont dit, bon, ok, on va donner le trophée à Douk Saga. Puisque de toutes les façons, lui, c'est celui qui sait mettre le plus d'ambiance. C'est celui qui a livré 120, qui sait mettre l'ambiance comme personne. De nous tous, c'est lui qui danse le mieux. Il s'habille bien, les filles l'aiment, donc on va lui donner le prix. Voilà comment ça s'est passé. Alors, le producteur ivoirien David Manso flaire le coup. L'album sort. Est-ce qu'ils sont surpris du succès de la première chanson, Douk Saga et la Jet Set? Non, pas surpris, vu que leur concept, ça marchait déjà très fort en France. C'était quelque chose qui marchait très fort. Je veux dire, les footballeurs comme Didier Drogba, Lilian Thuram venaient les voir à l'Atlantis. Je veux dire, c'était la folie à l'époque pour le coupé décalé. Je veux dire, enfin, ça ne s'appelait pas encore coupé décalé. C'était un concept de soirée en boîte de nuit. Donc tout le monde venait les voir, les Bakikoné, tout ça. Donc en France déjà, c'était un succès. Maintenant, la transposition du succès à Abidjan, oui, ça a été une surprise pour eux parce qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Y a-t-il des anecdotes entre ce succès, parce que Douk Saga ne s'attendait pas à ce succès-là? Comment il arrive à Abidjan? Voilà, déjà c'est Lino Versace qui vient à Abidjan avec le Mola, ils viennent en vacances et ils vont dans une boîte de nuit. Et il y a des CD d'animation à l'époque en 2000 où on parlait enfin 2002, où on parlait des noms, c'était les noms des gens qui font mal en France. Donc, comme le CD, Lino Versace est là, donc il monte sur scène pour faire une petite démonstration de ce qu'il faisait déjà en France. C'est la folie dans la boîte et les gens lui versent de l'argent dessus, ce qu'on appelle le travaillement, et il s'est senti avec 1 million de francs CFA. Sans être chanteur. Donc, au sortir de là, le lendemain, il appelle le savoir pour dire, ah, famille, notre affaire est en train de prendre Abidjan ici. Si tu es malin, il faut venir parce que ton nom est dans les chansons et les gens veulent te voir. Nous, on nous a déjà vus, mais toi, il faut venir. Donc, c'est à partir de là que Douk Saga s'arrange pour venir. Est-ce que la gloire a changé la tête de Douk Saga en ce moment précis? Non, puisqu'il n'était pas encore chanteur, en fait. Donc, bon, quand lui vient, son objectif, le travaillement, c'était plutôt un moyen d'attirer l'attention des gens, puisque lui n'était pas chanteur. Je dis, l'astuce qu'ils ont trouvée pour faire parler d'eux, c'était de travailler. Mais pas travailler de façon anonyme, travailler de sorte que ça fasse tâche. Je dis, quand ils viennent dans un endroit, au lieu de donner, je ne sais pas, 1000 francs, ils peuvent donner des dizaines de mille aux gens qui le suivent. Alors, comment il va établir son réseau pour pouvoir connaître l'émergence, pour pouvoir connaître cette popularité? Déjà, quand ça a commencé à marcher là-bas, je crois que c'est en 2003, le producteur du disque, David Monceau, a appelé Abidjan. Le secrétaire général du Top Visa à l'époque, ça s'appelait Moses Djanko, pour lui dire que voici, j'ai quelqu'un que je viens de produire. Il a un mouvement qui s'appelle le coupé décalé. Je veux faire le buzz à Abidjan. Est-ce que Top Visa peut faire un article? Donc, le tout premier article qui a été fait sur le coupé décalé, ça a été fait par Top Visage, c'est en 2003. Et quand l'article sort, le journal, il n'y en avait plus. Je lui ai dit, ça fait le buzz à Abidjan. Je lui ai dit, tout le monde voulait voir qui sont ces gens qui font ce mouvement dont tout le monde parle à Abidjan. Je signale que quelques semaines avant, Magic System, qui en avait entendu parler, était venu à Abidjan et avait commencé à faire des démonstrations. Je veux dire, à chacune de leurs prestations ou bien à chacune des émissions auxquelles ils participaient. Donc, ils faisaient des démonstrations. Tout le monde était attiré par savoir
que c'est que cette danse qui a l'air fun, mais qu'on ne connaît pas. Donc quand l'article est sorti, je veux dire, ça a été une succession de buzz chaque fois. Finalement, vous, en tant que journaliste, 10 ans en arrière, comment réagissez-vous au succès de Doug Saga? C'était un succès contextuel ou il venait à un point, à un moment bien donné, précis de la situation politique de la Côte d'Ivoire? Je pense que Doug Saga est... Bon, je ne vais pas parler de Doug Saga tout seul parce qu'il n'est pas le seul à avoir inventé le Coupé-Décalé. Je veux dire, c'est un groupe, la Jet Set dans sa globalité, on constitue un tournant important pour la musique en Côte d'Ivoire. Au-delà même de la musique, du comportement des Ivoiriens. Le fait de décomplexer l'Ivoirien. Je vais dire, en matière d'habillement et tout ça, à l'époque, la Côte d'Ivoire, ce n'était pas une référence. C'était plutôt le Congo, Kinshasa, que tout le monde copiait. Mais grâce au Coupé-Décalé, à la façon dont les Doug Saga et compagnie se comportaient, à leur façon de vivre, tout ça, il y a eu les excès, oui, je suis d'accord avec. Mais cette façon de faire a décomplexé toute une partie, voire toute la jeunesse ivoirienne. Parlons de sa vie matrimoniale. Qui était sa femme, ses enfants, qui étaient ses connexions féminines? Bon, Doug Saga a eu un enfant hors mariage. Quand il est arrivé en France, il a eu un enfant, oui, qui n'a pas pu reconnaître au début parce qu'il n'avait pas les papiers, comme on dit. Donc l'enfant a été reconnu par quelqu'un d'autre, mais après, bon, l'enfant a été reconnu. Maintenant, sa femme, oui, il a épousé une femme, oui, elle s'appelle Larissa Gbalé. Ils se sont mariés à Londres officiellement. Maintenant, ses connexions féminines, bon, c'est comme tous les hommes, il avait ses péchés mignons, voilà. Et ses influences au niveau de l'Afrique, est-ce qu'il était proche des palais présidentiels en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest? Oui, enfin, quand un artiste a du succès, évidemment, tout le monde a envie de se mettre à l'ombre de ce succès-là, tout le monde a envie de profiter de son aura. Je veux dire, bon, maintenant, connexion en tant que telle. Oui, au fil des années, il a eu des amitiés dans ces palais, oui. Alors, juste 3 ans après ce succès, Doug Saga tombe malade. Ce grand chapitre sur la maladie de Doug Saga, qu'est-ce qu'on peut avoir comme anecdote croustillante? Bon, anecdote croustillante, ok, d'accord. J'ai pris la peine de rencontrer ces médecins, les médecins d'Abidjan, les médecins de Suisse où il se soignait. J'ai pu consulter certains rapports médicaux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect mystique de sa maladie, qui lui-même il se plaisait à dire. Maintenant, il y a l'aspect physique de sa maladie, ce que la médecine moderne peut détecter. Bon, moi, je me suis plutôt basé sur ce que les rapports médicaux disaient. Est-ce que Doug Saga savait qu'il allait mourir? Non, bon, savoir qu'il allait mourir. À plusieurs reprises, certains sont venus faire SOS. Je sais qu'il y a un épisode où, quand il est retourné en France, il est parti voir son cousin Chakoul. Il lui a dit que Chakoul, je suis sûr qu'il va voir la mort dans la Jet Set parce que le mouvement est trop fort. Je pense qu'il va voir la mort. Bon, c'est quelque chose de très, très énigmatique. Je ne dis pas que c'est précurseur de sa mort. Peut-être que ce jour-là, il était très angoissé, j'en sais rien. Mais il a dit à son ami, enfin, à son cousin Chakoul. Vous qui avez pratiqué l'artiste par des interviews, est-ce que vous sentiez en lui une sorte de messie? Est-ce qu'il s'autoproclamait messie d'un phénomène? Il avait une très grande idée de sa personne et le public lui rendait bien. Je veux dire, c'était quelqu'un qui voulait aller le plus loin possible. À un moment donné, j'ai rencontré une interview, il me disait qu'il voulait être candidat à l'élection présidentielle. Carrément. Je veux dire, il avait une très très haute idée de sa personne. Et oui, tout à fait. Quelle a été l'influence de l'entourage de Doug Saga? Pensez-vous qu'il a eu de très bons amis ou de mauvais amis? Qui étaient ses amis? Bon, déjà, à la base, la Jet Set, c'était des inséparables. Maintenant, après, quand le succès commence à naître, oui, il y a des dissensions. Quand d'autres ont plus de succès que d'autres, évidemment, il y a des petites frustrations. Ça, c'est normal, c'est humain, ça. Pourquoi Doug Saga a-t-il choisi Ouagadougou pour aller se faire soigner? Non, il n'a pas choisi une raison particulière? Il n'a pas spécialement choisi Ouagadougou. En fait, il avait tout essayé. Et ça n'allait toujours pas. Et quand la première dame du Burkina lui a proposé de venir se faire soigner dans une clinique de pointe à Ouagadougou, ses amis l'ont encouragé à y aller parce que enfin, ça n'allait pas, comme on dit. Et il fallait trouver une solution. Si se faire hospitaliser à Ouagadougou pouvait l'aider à se sauver, c'était une bonne idée. Vous revenez dans cet ouvrage sur les démêlés fréquentes de Doug Saga avec la justice française, avec la police française. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'il roulait avec de faux papiers? Est-ce qu'il voyageait avec de faux papiers? Oui, je peux le dire ainsi. Mais bon, enfin, il n'est pas le seul à le faire. Hein. Je veux dire, en France, il y a plein de personnes qui roulent avec de faux papiers. Je veux dire, quand tu arrives en France, pour se faire régulariser, c'est pas évident. Donc la solution la plus proche, c'est d'avoir des faux papiers pour pouvoir, ne serait-ce que travailler. Donc voilà, oui, il a fait ça. L'après Doug Saga, pour vous, c'est quoi? L'après Doug Saga, c'est le Coupé-Décalé. C'est le Coupé-Décalé qui est devenu aujourd'hui une identité musicale de la Côte d'Ivoire. Est-ce que l'après Coupé-Décalé n'a pas trahi la pensée originelle de Doug Saga?
Non, je ne pense pas. Déjà, il n'y a pas de pensée originelle. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui s'est assis pour concevoir quelque chose. C'est arrivé par accident. Donc, le fait que ce soit arrivé par accident, il fallait s'adapter. Il fallait s'adapter et essayer de faire perdurer la chose. Donc, ce n'était pas une pensée de base, une pensée de départ. C'est au fur et à mesure qu'ils ont essayé de construire quelque chose. Sinon, ce n'était pas des musiciens qui se sont assis pour dire, bon, on va créer un genre musical, on va mettre tel accord ici, tel accord là. Non. C'était juste un accident. Un accident de boîte de nuit, on va dire. Quand on a fini d'écrire un livre de 162 pages, au bout de 10 ans d'investissement, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement? On peut retenir que le coupé décalé, enfin la jet set, a eu ses excès, a eu ses succès, mais au finish, c'est l'une des choses les plus formidables qui sont arrivées à la Côte d'Ivoire d'après l'indépendance. Je veux dire, la chose qu'ils ont apportée à la culture en Côte d'Ivoire, j'ai parlé tout à l'heure de la confiance qu'ils ont donnée aux jeunes Ivoiriens. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne est une jeunesse décomplexée. Il y a de grands monuments de la musique ivoirienne, africaine, qui méritaient peut-être une lucarne. Vous n'avez pas fait, vous avez choisi Douk Saga. Est-ce que Douk Saga méritait vraiment cet honneur? Oui, parce que Douk Saga, c'est mon époque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à la naissance du coupé décalé, j'étais aux premières loges. J'étais déjà top visage et j'ai vu le premier article qui a été fait sur le coupé décalé. J'ai vu l'arrivée de Douk Saga. Sa première interview, c'est à top visage qu'il a faite. Il est venu un soir, je crois, vers 19h, tout le monde était parti. J'étais avec Moses Djanko et puis quelques-uns qui sont restés. Donc je veux dire, c'est quelque chose que j'ai vu en direct live, si on veut dire. Alors que, bon, j'aurais bien voulu écrire un livre sur Ernesto Didier, mais je veux dire, c'est pas de mon époque. Il y a des choses que j'aurais sans doute raté. Alors que ça, j'ai vécu les choses comme un témoin privilégié. Donc, je veux dire, peut-être que j'écrirai d'autres livres sur des gens qui m'ont dévancé, enfin, sur des gens qui ne sont plus. Mais il fallait que je commence par celui-là, parce que ça, c'est mon époque, ça. Pour un essai, certainement, c'était un coup de maître. Nous vous félicitons pour cet acharnement au travail. Que voulez-vous que le lecteur retienne de cet ouvrage? Déjà, avant qu'il ne retienne quelque chose, je veux qu'il le lise d'abord. Parce que c'est des leçons de vie qu'il y a dans ce livre, des leçons de courage, des leçons d'abnégation, des leçons de vie. Parce que pour un jeune Ivoirien qui va se chercher en France, réussir jusqu'à monter un mouvement, le coupé décalé qui envahisse toute l'Afrique et voit le monde, je veux dire, ce n'est pas donné au premier venu. Je veux dire, il faut beaucoup de courage, du cran, parfois même de la témérité. Quand vous allez le lire, vous allez comprendre de quoi je parle. Il y a eu un épisode où, un jour à l'Atlantis, il y a quelqu'un qui vient de Londres, qui a fait un casse, je veux dire, qui a fait un faux coup à Londres, qui est venu en France avec des millions. On parle de 500 millions, entre 300 et 500 millions. Donc, quelqu'un-là a décidé de défier la dièse dans la boîte de nuit. Donc, il arrive, il nomme la boîte de nuit de champagne, il veut dire des billets de banque, des euros qu'ils mettent dans les seaux à champagne, il les remplit et il verse sur la piste. La Jet 7 n'était pas encore arrivée dans la boîte. La Jet 7, donc quelqu'un appelle la Jet 7 pour lui dire, ah, aujourd'hui là c'est chaud parce qu'il y a quelqu'un à boîte de nuit qui est venu vous défier, qui est venu vous humilier, qui est venu vous terrasser. Donc quand ils arrivent devant la boîte, quand ils rentrent et qu'ils voient tout le charnier de bouteilles de champagne, de billets de banque, ils n'ont pas les moyens. Je veux dire, c'est vrai qu'ils ont quelques moyens avec les affaires qu'ils faisaient, mais je veux dire, c'est disproportionné les moyens mis en jeu. Les autres veulent non, il faut qu'on rentre parce que si on ne rentre pas, il va nous humilier, tout ça. Donc ça va dire non, on ne rentre pas. Ce gars est venu nous défier, il faut qu'on l'affronte. Et ils l'ont affronté, ils l'ont vaincu. Je veux dire, pas en distribuant des billets de banque, mais avec malice, avec des astuces. Je veux dire, en mettant le public dans sa poche, en faisant en sorte que chacun de ses actes soit applaudi, tout ça. Il a réussi à retenir le public contre le millionnaire là et à se faire porter en triomphe. C'est pour dire que, je dis, c'est une leçon de vie. Comme je dis, c'est extraordinaire. Le prochain projet de Usher Halima, c'est quoi après J'ai plusieurs projets d'écriture. Il y en a plusieurs. Bon, il y a une autre biographie, mais cette fois-ci de quelqu'un qui est encore vivant, Dieu merci. J'ai un recueil de nouvelles que je suis en train de préparer. Il y a un roman. Il y a plein de choses. D'accord. Donc, on donne rendez-vous à nos lecteurs le 15 novembre prochain. Tout à fait. Au Salon du Livre d'Abidjan. Un dernier mot pour terminer cet entretien? Je remercie déjà tous ceux qui ont acheté le livre et qui l'ont lu. J'incite tous ceux qui ne l'ont pas encore lu à le lire parce que il y a des leçons à tirer de ce livre-là. Je veux dire, au-delà de l'aspect coupé décalé, de l'aspect bouquin, de l'aspect jet set, c'est la vie même en fait. Je veux dire, au sortir de ce livre, on retient forcément des leçons de la vie. Forcément. Il y a des choses qu'on ne referait plus, il y a des choses qu'on a envie de faire plus, mais en tout cas, il y a des leçons de vie à retirer. Voilà ce que je vais dire. Usher Halima, merci pour cette exclusivité. C'est moi qui vous remercie.